C'est d'autant plus surprenant que, prises en tant que telles, les deux parties sont tout aussi excellentes l'une que l'autre, tant au niveau de l'avancement de l'histoire que du développement des personnages. La partie sur Terre met Zephram Cochrane face à sa propre destinée. Cet homme alcoolique et intéressé uniquement par l'argent que lui apporterait la réussite de son vol, se voit terrorisé par la marque qu'il va laisser dans l'histoire et qui le dépasse complètement. Son personnage évoluera progressivement, réalisant que l'importance de ses actes pour l'humanité dépasse de loin les gains financiers. La partie sur les Borg est très riche de développement, ce qui aide probablement au sentiment que la partie sur Terre se repose un peu. Elle aborde à la fois la difficulté qu'a Jean-Luc Picard à oublier son traumatisme Borg, le menant à un dilemme qui fait explicitement écho à l'histoire du capitaine Achab de Moby Dick. Jean-Luc, blow up the damn ship! No! No! Mais également à la quête d'humanité de Data. Il incarne en effet un paradoxe aux yeux des Borg, puisqu'il est un être de pure technologie et de logique, et son désir de développer des failles et des faiblesses humaines est incompréhensible pour la collectivité, qui elle fait tout pour les effacer, parfois avant même qu'elles existent. Mais aussi de l'univers des Borg, puisque ce film sera marqué par l'intervention de la Reine Borg, incarnée par la délicieuse Alice Krige qui donne au personnage un charisme et une classe absolument incroyables. Présenter des choses nouvelles concernant les Borg est assez inattendu, surtout lorsque c'est aussi réussi. Non mais regardez-moi la première scène où elle apparaît. C'est absolument sublime, la transition entre l'effet spécial et l'image réelle est encore aujourd'hui quasi invisible, alors que le film date de 1996, à peine 3 ans après Jurassic Park. Le film est la première réalisation de long métrage de Jonathan Frakes, qui avait réalisé déjà plusieurs épisodes de la série. Oui, ce Jonathan Frakes, qui incarne également William Riker. Tout comme Shatner et Nimoy, l'équipage de l'Enterprise s'est aussi essayé à la réalisation, même si Patrick Stewart, par exemple, se cantonnera à des épisodes de la série. On voit bien que l'acteur connaît très bien son sujet, la série, et ce qui plaît au public. Sa réalisation n'est pas la plus époustouflante qui soit, mais elle est extrêmement cinématographique, justement dosée, et sait se faire grandiose lorsque nécessaire. La musique voit le retour du génie Jerry Goldsmith, assisté de ni plus ni moins que son fils. Les thèmes ne sont pas particulièrement mémorables, mais collent toujours à l'ambiance. Le film souffre encore une fois d'être très peu ouvert au grand public, mais comme c'est le problème des 4 films, je vais arrêter de le préciser. 2 ans plus tard, et toujours avec Jonathan Frakes derrière la caméra, arrive Star Trek Insurrection. Starfleet a été prié par les Son'a, une race en quête de jeunesse, d'étudier une planète sur laquelle vit une peuplade primitive d'environ 600 personnes, les Baku. Mais leur couverture est trahie lorsque Data pète un plomb et les expose. Appelé à se charger de son subalterne alors qu'il était en plein travail, le capitaine Picard découvre bien vite que les Baku n'ont en fait rien d'une peuplade primitive. Il s'agit d'une race d'explorateurs de l'espace qui a décidé de renoncer aux bienfaits de la technologie pour profiter d'une vie simple et surtout incroyablement longue. En effet, les anneaux de la planète contiendraient une substance qui offre à tous ceux qui profitent de sa présence une jeunesse quasi éternelle et une santé de fer. L'équipage de l'Enterprise va alors réaliser que Starfleet et ceux qui sont à sa tête ne sont pas forcément des enfants de cœur et vont se révolter contre la décision de relocaliser les Baku sur une autre planète, par les armes si nécessaire. Starfleet est en fait très intéressé par ce véritable élixir de jouvence présent dans les anneaux, et c'est un peu un pacte avec le diable qu'elle signe pour la possibilité de découvrir de nouveaux soins et un remède à la vieillesse. Les Son'a sont en effet responsables du dysfonctionnement de Data, lui ayant tiré dessus pour protéger leur plan. Ce film a fait couler beaucoup d'encre, notamment à cause de son message. Star Trek est en effet la série qui prône la technologie, et voir un film entier défendre le refus de celle-ci a poussé quelques fans à se gratter dubitativement la tête. C'est oublier que Star Trek lutte avant tout pour l'acceptation des différences. Le fait qu'un peuple ait décidé de vivre selon des coutumes différentes et selon ses propres choix ne veut pas dire qu'on doit leur mettre sur la gueule. D'ailleurs, l'équipage ne change pas non plus ses habitudes et n'est pas poussé à le faire. Il s'agit de coexister et d'accepter les différences des autres tant qu'elles ne sont pas nocives et mal intentionnées. Le film comporte également un message anti-racisme, dont je ne vous parlerai pas pour ne pas gâcher les révélations finales, qui est plutôt bien pensé et inattendu. Pour ce qui est des défauts soulevés par les fans, notons une soi-disant incohérence dans le fait que les Baku disent refuser la technologie, mais utilisent quand même des outils et pratiquent l'irrigation. Il ne faut pas confondre refuser la technologie et retourner à l'âge de pierre. Les Amish par exemple refusent également la technologie, ce qui ne les empêche pas d'utiliser la roue, des charrues et de cultiver des terres. Il s'agit de refuser tout ce qui est mécanique ou informatique, en bref, tout ce qui est arrivé après la machine à vapeur et qui n'a plus été pensé pour faciliter la vie, mais pour l'accélérer et augmenter son rendement. En bref, l'industrialisation. Comprendre par refus de technologie le refus des outils les plus rudimentaires et le fait de creuser des sillons dans la terre pour irriguer les champs revient à être légèrement étroit d'esprit. Et un gros chieur. Avec tout ça, qu'en est-il de la qualité du film? Eh bien, c'est un excellent épisode de la série. Maintenant, en tant que film, c'est plus délicat.
Le film perd le grandiose que le premier contact avait réussi à gagner pour une histoire plus légère et cocasse, l'équipage commençant à se comporter comme de grands adolescents sous l'effet de la substance présente dans les anneaux, et Jean-Luc s'amusant à roucouler d'une idylle avec la chef des Baku pendant une bonne partie du film. Il se dégage pourtant un certain charme. Il est vrai que l'idée d'une planète où notre vie deviendrait quasi éternelle et les maladies seraient de l'histoire ancienne a de quoi charmer. Le message du film est également assez intéressant, bien présenté et bien amené. Le scénario se développe comme il faut. La scène où Geordi, pourtant aveugle de naissance, retrouve la vue et voit son premier coucher de soleil, est le parfait exemple d'une scène gérée avec justesse par Jonathan Frakes. Alors qu'un autre réalisateur aurait rajouté une multitude de violons, des travelling avant et un discours grandiloquent, Frakes se fait dans la simplicité et évite de faire traîner. On est juste assez proche pour voir que Geordi n'a plus ses prothèses, il reste droit et digne alors qu'il est manifestement profondément ému et ne dit qu'une seule phrase. Simple, évident et touchant. Le tout accompagné d'une musique une nouvelle fois composée par Jerry Goldsmith, qui s'amuse même à rendre un petit hommage à John Williams en reprenant discrètement la mélodie qu'il avait composée pour Rencontre du troisième type. Au final, un film définitivement bancal, mais avec une vraie fraîcheur et une prise de risque bienvenue. La carrière de la nouvelle génération se terminera avec Star Trek Nemesis. Une fin sans fanfare malheureusement, puisque le film fera un four à sa sortie en 2002. Pourtant, il n'est pas si mauvais que ça, il est même plutôt bon. L'Empire romulien est victime d'un coup d'état. Un dénommé Shinzon, originaire de leur planète jumelle Remus, en est à l'origine. Dès son accès au pouvoir, il contacte Starfleet et demande l'envoi d'un vaisseau. Les membres de l'équipe ont évolué dans divers vaisseaux et divers spin-offs, mais ils sont tous réunis pour le mariage du commandant Riker et de la psychologue Deanna Troi. Lorsqu'ils embarquent sur l'Enterprise pour se rendre sur Betazoid, ils captent le signal d'un androïde similaire à Data. Il s'agit de B4, ou Proto dans l'horrible traduction française, un modèle antérieur hors d'état de marche. À leur arrivée, ils sont pris en chasse par des inconnus et réussissent à s'enfuir. Revenu sur le vaisseau, Jean-Luc reçoit l'ordre de se rendre sur Romulus. Lors du premier contact, Shinzon leur dit souhaiter négocier une paix entre Starfleet et l'Empire romulien. Mais ils apprennent rapidement que Shinzon n'est pas un Rémien, mais un clone du capitaine Picard qu'il a attiré dans un piège. Et oui, le clone est interprété par un tout jeune Tom Hardy aux dents pourries. Ce qui veut dire que Patrick Stewart est le clone de Bane dans The Dark Knight Rises. Certes, il y a des défauts. Par exemple, le mariage de Riker et Deanna en Alaska, qui est là pour donner encore plus d'impact à une scène de viol télékinésique, mais ne prend vraiment de sens et d'intérêt que lorsque cette scène arrive et fait extrêmement forcé jusque-là. Pour ma part, j'attribuerais plus l'échec du film à un essoufflement de la licence qu'à une baisse de qualité. Il est plus qu'honorablement réalisé par Stuart Baird, quoi qu'en dise l'équipe qui, bien entendu, avait vu venir les faibles entrées du box-office 4 mois après la sortie en salle. Le clonage est en effet au centre de l'histoire du film, mais aussi de sa réalisation. Du logo dont les R sont le miroir l'un de l'autre, à l'ouverture avec les deux planètes jumelles Romulus et Remus, en passant par le montage parallèle entre la guerre des vaisseaux et les conflits au corps à corps, mais surtout avec Data et son prototype B4, dont l'histoire fait clairement écho à celle entre Picard et Shinzon. Tout est en double. Dans ce dernier cas, le message poussé par le film est d'ailleurs très intéressant. Shinzon est une copie conforme de Picard, motivée par les mêmes rêves et aspirations, et avec la même dévotion à son rôle. Mais son évolution dans un univers radicalement opposé en fera un être différent. L'idée étant que deux êtres partant avec les mêmes avantages ne sont pas pour autant identiques. De l'autre côté, B4, un modèle irrémédiablement inférieur à Data, peut, en recevant l'attention nécessaire, espérer atteindre le même niveau que quelqu'un pourtant plus avantagé. En clair, si on y croit, on peut y arriver. Certes, c'est un peu simpliste, mais l'illustration est assez belle et fonctionne. Le film est très bien géré et les scènes d'action réussies. Quelques décors font assez tournage en studio et on est à deux doigts de voir des murs en carton se casser la gueule quand le vaisseau de Shinzon prend un impact, mais ça reste acceptable. Surtout quand on a droit à un truc aussi dantesque que ça. Mais je ne vous en montrerai pas plus. Enfin, Jerry Goldsmith achève de donner au film toute sa présence grâce à une bande-son inspirée. Après tout, ayant été le premier à composer pour Star Trek au cinéma, il paraît assez beau qu'il ait composé la musique du dernier film avant le reboot de J.J. Abrams. La boucle étant bouclée, Star Trek au cinéma. Bonne idée ou pas? Dans le cas de la première génération, oui, définitivement. La série avait toujours eu un petit goût d'inachevé, et le fait de ne donner de l'importance qu'aux histoires et laisser l'interaction entre les membres de l'équipage au strict minimum a permis au film de mettre en avant des relations seulement survolées jusque-là, même si elles étaient identifiables. Les histoires, même si elles sont parfois un peu frivoles, sont souvent riches en sens et en enseignement. À condition de prendre la série de films à partir du début, ils sont totalement ouverts à une nouvelle audience et leur apporteront de très belles histoires de science-fiction. Dans le cas de la nouvelle génération, c'est un peu plus discutable.
Le problème n'est pas vraiment la qualité des concepts de science-fiction abordés, mais plutôt l'ouverture au public. Ces films fonctionnent plus en vase clos, comme un cadeau aux fans, que comme des projets de cinéma. Là où les films de la première génération enrageaient de prouver leur qualité, les films nouvelle génération se reposent sur leur laurier et ne font pas vraiment état des nouveaux spectateurs potentiels. Rien n'empêchera quelqu'un de motivé à essayer d'entrer dans les films et il y arrivera probablement. Les liens unissant les membres de l'équipe étant assez évidents, il ne sera pas si difficile que ça de s'attacher au nouvel équipage. En tout cas dans les films suivants Generations, qui reste à mon sens le canard le plus boiteux des 4. Les films d'Abrams, puisque le deuxième est sorti entre les deux parties de ses chroniques, apportent un nouveau souffle à la franchise. Il leur offre un grandiose qui manquait au précédent, une cure de rajeunissement, tout en rendant hommage aux fans, d'une manière qui peut parfois prêter à controverse, mais qui ne peut en faire que de meilleurs films. Une ou deux incohérences peuvent se trouver par-ci par-là vis-à-vis des concepts de l'univers Star Trek, comme la présence de produits de marque censés être révolus, ou quelques répliques qui impliquent l'utilisation de l'argent alors qu'il a été banni depuis longtemps, mais cela reste plus dérangeant pour les fans que pour les spectateurs lambda, qui reste l'intérêt supposément principal d'un film. En définitive, je vous conseille fortement le visionnage de Star Trek. Les fans de science-fiction y trouveront tout ce qu'ils voudront, les autres y trouveront d'excellents films et, au pire des cas, d'excellents divertissements. Vous savez que j'ai raison et que... Je serai converti à la pensée de John Dahl. Toute résistance est futile. Ciao. Après 6 films avec l'équipage du capitaine Kirk, Après 6 films sur l'équipage de l'Enterprise du capitaine Kirk, les films Star Trek... Ça se répète ?